Bonsoir, Gilles Rousseau, directeur adjoint à la programmation au Forum des Images. Soyez les bienvenus sur le fil, la salle virtuelle du Forum des Images, pour cette dernière rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l'Université Paris 1 et le Centre Wallonie-Bruxelles, le Forum des Images, autour du thème « Ces Belges qui font le cinéma français ». Aujourd'hui, dernière rencontre avec Joachim Lafosse, petit historique. On a eu le grand plaisir d'accueillir depuis le mois de décembre Anne-Dominique Toussaint, Émilie Dequesne, Olivier Gourmet, Fabrice Duvels et donc Joachim Lafosse est notre dernier invité. Ces rencontres sont animées par les étudiants du master, scénario, réalisation, production, et encadré par Frédéric Socher et Louis Elliot. Louis Elliot qui va tout de suite prendre la parole donc, et vous proposer cette rencontre avec les étudiants et Joachim Lafosse. Merci Joachim de ta présence. Merci Gilles. Merci Joachim Lafosse d'être venu spécialement de Bruxelles pour cette rencontre. C'est vrai que pour ceux qui s'intéressent au cinéma belge francophone et au cinéma tout simplement, un auteur est apparu au début des années 2000. Vous êtes en train de terminer votre 9e long métrage et on voit déjà que les 8 films que l'on connaît, une œuvre qui existe. C'est au sein de cette œuvre que les étudiants vont se plonger avec délectation. Et donc pour animer la rencontre, vous serez interrogé par Chiara Scalise, Maria Estela Molena et Martin Biraud. Et vous êtes étudiant en cinéma? Oui, ils sont au master cinéma à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, en scénario, réalisation et production. Vous voulez tous faire du cinéma? Vous voulez tous faire du cinéma? Ok. Belle idée. Beau désir. Encore une fois, nous vous remercions d'être là présent malgré la crise sanitaire. Eh bien, on les vit. Ouais. Bien, on va commencer par les débuts, en parlant de votre formation et aussi de la révélation de votre talent. Vous entrez à l'IAD, l'Institut des Arts de Diffusion, à Louvain-la-Neuve, à la fin des années 1990. À côté de votre intérêt pour le cinéma, vous écrivez une pièce de théâtre, Mon amoureuse, avec Cédric et Kaut. Est-ce qu'avant même le cinéma, votre premier amour, c'est le théâtre ? Non, je crois pas. Je crois que j'ai vraiment toujours... Le cinéma est quelque chose de plus... c'est plus ancien. Je pense que le désir de cinéma est plus profond que le désir de théâtre, mais c'est vrai qu'avant de rentrer à l'IAD, il y a eu la découverte du théâtre, découverte qui s'est fait... c'était très boulimique. Enfin, c'est-à-dire que j'étais dans une situation où j'avais l'occasion d'aller tout voir de ce qui se jouait à Bruxelles. Et pendant 4 ou 5 ans, en fait, je faisais à l'époque des études... Enfin, j'avais échoué dans le parcours traditionnel scolaire. Et du coup, je préparais mon jury central. Et j'étais plus à l'école. Et donc, au fond, quand on est exclu du système scolaire, ce qu'il y a de plus triste, c'est qu'on quitte la possibilité d'être avec des copains, dans quelque chose de social. Et je me retrouvais très seul, mais la seule chose que je pouvais faire, c'était d'aller le soir au théâtre. Et en fait, j'allais tellement, je connaissais tous les comédiens, j'avais vu plusieurs de leurs spectacles, mais je n'osais pas leur parler, etc. Et tout d'un coup, par exemple, quand je suis arrivé à l'IAD et puis qu'on devait faire des exercices avec des comédiens belges, je leur proposais de venir faire un court-métrage avec moi ou des scènes pour l'école. Et souvent, je leur disais, ah ben, je t'ai vu dans tel truc, t'as fait telle scène. J'ai vu tes essais au conservatoire. Et souvent, ça les impressionnait. Mais j'ai découvert, en fait, je me suis rendu compte que j'avais eu là une énorme chance en tant que, je ne le savais pas quand je voyais tous ces spectacles, parce que
je n'imaginais pas de pouvoir être cinéaste un jour, même si c'était un vrai désir profond. Enfant, déjà petit, je me souvenais que... je sais que j'avais, à l'école primaire, je me souviens d'avoir dit que je voulais faire du documentaire, faire des films. Et puis les échecs scolaires de l'adolescence ont fait que je rêvais plus du tout à ça. J'espérais juste avoir mon diplôme. Enfin, c'était très compliqué. Et donc, j'ai été au théâtre, voilà, et les choses se sont mises comme ça. Mais je crois que le cinéma était plus profondément ancré dans le désir que le théâtre. La preuve, j'ai même été jusqu'à préparer des examens d'entrée au Conservatoire de Bruxelles, les scènes et tout ça, avec une actrice, enfin avec une comédienne. Et finalement, c'est une actrice, justement, juste avant de quitter la campagne, vers 15 ans, j'ai commencé à discuter avec une dame âgée, Yvette Merlin, qui a été une grande actrice belge. Et elle me voyait aller beaucoup au théâtre, et elle m'encourageait, enfin, elle me disait que c'était une chose intéressante. Mais à un moment, elle m'a dit, mais tiens, est-ce que tu ne crois pas que tu n'as pas plus envie de faire du cinéma que du théâtre? Et en fait, ça m'a... Et elle me présente l'examen de l'entrée de l'IAD, de l'INSAS. Et moi, j'étais tellement dans ce truc de théâtre que... Puis j'ai présenté à l'IAD, l'INSAS, et j'ai même pas été présenté l'examen d'entrée au conservatoire. Mais ça reste quand même relativement rare qu'un étudiant en cinéma à l'IAD écrive quand même en 3e année une pièce de théâtre. Ben, j'ai pas lâché... pendant les premières années, enfin les années d'études à l'IAD, j'ai pas tout... C'est vraiment la dernière année de l'IAD, j'ai arrêté d'aller au théâtre. Je n'en pouvais plus, en fait. J'en avais trop vu. J'avais l'impression... Moi, je m'emmerde plus vite au théâtre qu'au cinéma. Je m'emmerde rarement. Mais au théâtre, on peut vraiment... Enfin, je devrais pas dire ça, mais je trouve qu'on peut parfois vraiment s'embêter. Après, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a les acteurs, alors on les regarde faire... Et puis j'étais assistant à la mise en scène d'un metteur en scène aussi, avant de présenter les examens d'entrée. Frédéric Dussel. Voilà. Et là aussi, ce que j'ai découvert, c'est que j'adorais les répétitions. Je regardais les répétitions, je trouvais ça fascinant. J'avais tout le temps envie d'intervenir. Je me demandais comment je filmerais. Et puis arrivait le moment où il fallait caler le spectacle. Et là, ça me semblait laborieux. D'ailleurs, j'étais assistant sur 3 ou 4 spectacles, et puis le 4e spectacle, j'étais tellement déprimé, où j'en avais tellement marre du truc où on n'est plus dans la recherche et où le spectacle se cale, que je me souviens, je suis parti, j'ai pas continué, je suis allé faire d'autres choses, je crois que je commençais l'IAD. Et je sais que Frédéric Dussel était fâché contre moi, il dit, on ne lâche jamais des artistes comme ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Bon, j'en avais marre du théâtre. Bon, mais comme film de fin d'études, vous avez réalisé Tribu en 2001, et qui c'est un film en dehors des spectatives. Vous aviez un budget pour faire un film de 12 minutes, et vous en avez fait un de 24 minutes. Et comment ça se passe au niveau d'écriture, du tournage, avec la possibilité de faire seulement 2 ou 3 prises par plan? Ouais, alors, ça, c'est aussi... c'est encore une époque... Moi, j'étais dans les dernières promotions d'école où on tournait encore en pellicule. Et donc, la pellicule fait qu'il y avait cette contrainte de... Quand il n'y a plus de pellicule, il n'y a plus moyen de terminer son film. Donc, il fallait... Et c'est vrai que le film que j'avais écrit, si une script sérieuse l'avait minuté, c'était un film de 24-25 minutes. Et je ne sais pas comment ça se fait. Il se fait qu'à l'IAD, mais peut-être c'était une étudiante de script qui avait fait le minutage, et elle avait dit que le film faisait 12 minutes. Et puis finalement, ça a été une grande, pas dispute, mais une espèce de... J'ai trouvé ça, c'était un moment très très important, parce que, et je dois dire que le directeur à l'époque de l'IAD, l'école de cinéma, je pense qu'il m'a beaucoup aidé, parce que en même temps, il a essayé de faire respecter la règle en disant ben non, tous les étudiants doivent faire un film de 12 minutes, mais il m'a quand même autorisé à venir à lui avec des arguments, parce que finalement, il ne m'a pas arrêté. J'ai réussi mon année. Ce film, c'est ce film qui a
avec ça que j'ai commencé professionnellement et qui a lancé ma carrière, je dirais. Et donc il ne m'a pas détruit, il ne m'a pas abîmé, mais il a joué son rôle de pédagogue qui questionne la limite, etc. Mais ça m'a obligé à inventer, à réfléchir, à faire des choix. Il y a cette idée, je crois que c'est chez enfin, je sais pas si je crois que c'est Bresson, mais que le cinéma, c'est l'art de la contrainte. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là que je l'ai compris. C'est-à-dire que je ne crois pas, quand vous allez faire vos films, ou vous allez écrire des scénarios, ou produire... je trouve que ce qu'il y a de magnifique avec le cinéma, c'est la confrontation avec le réel. C'est cette jonction entre le fantasme, le rêve, la fiction, et puis comment on fait avec quoi. Et c'est évident que si vous écrivez un film avec des hélicoptères et qui coûte, enfin, dont il faudrait 100 millions d'euros pour le réaliser, et que c'est votre premier film et que vous n'êtes pas encore compris par Hollywood, il y a peu de chances que vous arriviez dans le métier sereinement. Bon, mais après Tribu, entre 2004 et 2008, vous avez réalisé 4 longs métrages de fiction, ce qui est en fait remarquable au sein de la cinématographie belge. Et vous avez travaillé avec 4 producteurs belges. Attends, redis-moi. Entre 2004 et 2008. Ah oui, c'est ça. Vous avez travaillé, oui, oui. 4 fictions. Oui. Et vous avez travaillé donc avec 4 producteurs belges. Oui. Alors, quel est votre rapport à la production et comment la relation avec ces producteurs a-t-elle influencé votre cinéma? Question formidable. Je crois que c'est la première fois qu'on me la pose. Vraiment, je pense. C'est une question super importante, mais super importante. Et évidemment, quand on commence, on ne peut pas avoir les réponses à cette question. Enfin, il faut évidemment qu'on expérimente et puis qu'on... Fabrice dit un truc dans l'entretien que vous avez eu, Duès dit un truc l'entretien que vous avez avec lui, que je trouve très très juste. Il dit, quand ça dure ou que ça ne vient pas, il faut en profiter. C'est-à-dire pas le prendre, c'est le principe de la contrainte, pas le prendre comme un problème, mais comme une opportunité d'aller plus loin, d'améliorer, peut-être d'arriver à être encore plus convaincant. Mais par rapport à ta question sur la production... Et aussi pour que, je me permets d'intervenir pour que tout le monde comprenne, dès l'école, avec François Pirot, qui était ton co-scénariste déjà pour Tribu, vous avez un long métrage qui est déjà écrit. Et effectivement, parmi les professeurs de l'IAD, un des professeurs, Benoît Mariage, te recommande auprès de son producteur, Dominique Jeanne. Et donc, c'est comme si tu avais vous aviez la possibilité de pouvoir réaliser votre premier long métrage tout de suite. Et il se trouve que c'est le scénario de Nue Propriété, que la commission va le refuser 2 fois avec ce producteur-là, et que ce producteur va finalement vous dire que ce scénario, je le mets de côté, mais vous proposera d'écrire une fiction pour Poulvord. Et finalement, vous... Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et vous tenez à ce que le film se fasse. En fait, on se met à écrire avec François, produit par Dominique Jeanne. Et quand on écrit avec lui, on se rend compte, et ça, je vais revenir à ta question, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre lui et nous, et qu'il n'écoute pas ou il ne peut pas entendre, et qu'il veut surtout faire le film qu'il a envie de faire, et que nous, il y a différentes choses qui se passent. Il nous invite à des réunions de lecture pour d'autres projets qu'il a. Et quand on voit la manière dont les autres auteurs qui travaillent avec lui ont du mal à se faire entendre et sont au fond pas très soignés, je dirais, à ce moment-là, simplement, je vais me dire, c'est pas possible, on va aller trouver un autre producteur. À ce moment-là, je vais trouver Joseph Rouchop et je lui demande s'il peut prendre le relais, s'il peut récupérer le projet. Et puis on remet... je ne sais plus si on a remis une fois une aide à la production avec Dominique Jeanne, ou ça je ne pourrais plus le dire. Ouais, et voilà, et on échoue. Et en fait, à la commission du film, ce qui est très habituel, ce qu'on me dit, c'est mais tu manques d'expérience, un seul court-métrage de fin d'études, c'est pas suffisant, il faut que tu aies fait d'autres choses. Et c'est là que je me dis, je vais faire un film. À l'époque, c'était un peu juste après
la période où Lars von Trier et Winterberg avaient Le dogme. fait ce truc très marketing comme ça, de dire on va tourner des films sauvages avec des règles. C'était assez malin, enfin, c'était une manière de faire parler d'eux, mais c'était jamais que faire des films de manière légère. Et moi, j'étais emballé par cette idée de faire des films comme ça, d'autant plus que j'aimais les acteurs et qu'il me semblait que ce qui compte pour faire un film, pour ce qui me concerne, c'était les acteurs et une histoire et puis une petite équipe. Et donc, j'ai tourné Folie privée pour pouvoir aller montrer à la commission que j'étais capable de faire d'autres choses que ce court-métrage. Et avant de remettre le coup de chance, il y a Eliane Dubois, une grande distributrice belge, qui voit le film, qui faisait 1 heure, et qui dit je le prends, je le distribue, il sort en Belgique. Et puis il est sorti en Suisse aussi. Et là, je me disais, super, la commission du film, ils vont voir que ça va aller. En fait, j'ai redéposé avec le projet, avec une propriété, et on a de nouveau été refusé. Et là, je me suis dit, j'ai pris un sale coup, et je me suis dit, je vais refaire un film, mais sur l'histoire d'un type qui essaie de faire un film vaille que vaille, coûte que coûte, et à qui on dit non, et dont le film n'a pas de succès, parce qu'évidemment, Folie privée, qui est un film très très âpre, c'est vrai qu'il est sorti dans 1 ou 2 salles à Bruxelles, et à Mons, et à Namur, mais on a dû faire 1500 entrées ou 2000 entrées. Mais c'était déjà formidable d'exister, de pouvoir passer, après d'aller sur une télé, et donc on a fait Ça rend heureux. Et une fois que Ça rend heureux, même chose, est sorti en salle, a eu un petit peu plus de succès que Folie privée, enfin le double, quoi. Juste. Et puis, on peut dire, les 2 films ont été sélectionnés à Angers, à premier plan, c'est ça. et à Locarno. Voilà, Folie privée est en compétition compétition à Locarno, Et Ça rend heureux aussi. et Ça rend heureux aussi. Ça rend heureux obtiendra le Grand Prix à Angers en 2007. Et là, je remets le dossier de propriété, et à la 4e fois, en fait, avec dérogation, on obtient l'argent. Et ce qui fait que tout d'un coup, moi qui me retrouvais sans arriver à faire mon film, j'en avais finalement celui que je voulais tourner en premier devenait le 3e long métrage. Et voilà. Et puis en fait, très vite après, puis j'avais déjà commencé à écrire Élève libre avec François. Et donc en fait, très vite après Nu Propriété, on a tourné Élève libre. Voilà. Et du coup, le rapport avec les producteurs, c'est que les 2 premiers films sont tournés en vidéo, aussi, à une époque où les films sortent encore en 35 mm, mais donc ils sont tournés dans des conditions légères en vidéo. Et Folie privée, c'est un monsieur qui n'a jamais été producteur et qui décide de se lancer dans la production et qui met toutes ses économies pour payer le tournage. Ouais, il met 2500 € pour faire le film. Et Folie privée, Ça rend heureux, c'est la même chose. C'est aussi des tout jeunes producteurs, et Fabrizio Rongione, qui était acteur un peu connu en Belgique, et ses parents qui avaient un restaurant, nous faisaient manger le midi pendant qu'on tournait. Enfin, c'était comme ce que je raconte dans le film, au fond. Mais sur la question des producteurs, parce que c'est vraiment une question, je pense que ça prend du temps, et c'est toute une carrière et toute une vie d'artiste. Ce qui est super avec ces métiers, c'est qu'on se découvre. Il faudrait, idéalement, ça n'existe pas l'idéal, mais c'est d'arriver à bien se connaître suffisamment pour pouvoir percevoir la justesse d'une rencontre avec un producteur. Alors, aujourd'hui, je peux vous le dire. Mais moi, quand je sors de l'école, je ne me connais pas suffisamment, je ne sais pas les difficultés qu'on rencontre quand on fait un film. Donc évidemment, tout d'un coup, je pense que quelqu'un qui a des moyens, qui est puissant, va me protéger. Alors qu'en fait, je pense que c'est plus subtil que ça. Pour trouver un juste lien avec un producteur, faut essayer de sentir, de voir que lui s'y retrouve, a un plaisir, et qui n'est pas un plaisir de domination, qui n'est pas un plaisir futile, et surtout que vous puissiez vous déployer et dans le calme et la tranquillité. Moi, j'aime beaucoup qu'un producteur, par exemple,
mais c'est avec l'âge. Je ne pense pas qu'un producteur doit dire à un auteur comment il doit faire. Il doit réfléchir, penser avec lui. C'est quelqu'un qui doit aider à réfléchir, qui doit confronter aux principes de réalité économique, productionnelle. Enfin, mais c'est quelqu'un avec qui on partage d'abord une réflexion sur le film et puis on y va. Et il y a une période de discussion à avoir avant de s'engager dans un film. Cette espèce de lune de miel où c'est le moment d'interroger l'autre et de s'interroger, interroger l'autre en se demandant, tiens, est-ce qu'on l'envisage de la même manière? Est-ce qu'on est prêt à vivre les mêmes difficultés? Est-ce qu'on attend les mêmes choses? Et essayez, même si on est débutant, même si vous commencez, jamais avoir peur de tout de suite dire. Par exemple, aujourd'hui, je crois vraiment pour la première fois de ma vie, je crois que j'ai réussi à choisir et à trouver et à prendre le temps de choisir des producteurs. En tout cas, il y a une rencontre. J'ai l'impression qu'on se tire vers le haut. Ils me conviennent, je leur conviens, je crois. Mais ça a pris du temps. Et je crois que c'est dû au fait qu'on a beaucoup discuté avant de s'engager. Et que je n'ai pas eu peur de leur dire tout de suite ce que je ne voulais pas. Sans être figé. Parce que quand on est un jeune auteur ou une jeune autrice, on ne sait pas au fond. C'est normal qu'on ne sache pas ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Mais ça ne coûte rien de le dire, d'oser dire « je pressens que ça va me gêner ». Après, il y a une chose qu'on dit sans doute trop peu. Peut-être qu'en même temps, je crois que dans les écoles de cinéma et les universités de cinéma, j'espère qu'on dit aux élèves que le métier de cinéaste, c'est surtout un métier où il faut être capable aussi d'entendre et d'écouter les autres. Quand on fait un film, le nombre de visions qu'on fait, où on a un retour sur ce qu'on a fait, la collaboration avec les techniciens. Souvent, les techniciens, c'est des gens qui ont plus d'expérience que vous. Donc, d'être capable de dire, je vais rester humble, mon intelligence, ça va être d'être capable d'entendre ce que ce grand directeur photo, ce que cette grande ingénieuse du son me propose, pense de ce qu'il faut faire avec le projet. Ça reste vous qui êtes le capitaine du bateau. Et donc, si vous voulez dire non, vous dites non. Mais écoutez d'abord, parce qu'il y a des tas de choses qu'on n'imagine pas. Et quand on vous fait une proposition sur un de vos projets, ça n'est jamais qu'une proposition. Vous avez toujours le droit de la refuser. Mais vous n'avez pas le droit de ne pas l'écouter. Voilà. Et vous avez parlé de la justesse d'une rencontre. Les débuts de votre cinéma est en Belgique avec des Belges et une première relation forte de votre entrée au monde cinématographique, c'est Chris Cupens, oui. Qui jouera dans bon nombre de vos films et qui vous aidera aussi dans l'écriture des scénarios, notamment sur Folie privée en 2004, qui est votre premier long métrage. Alors, vous êtes francophone, Chris Cupens flamand. Est-ce que vous constatez des différences dans les modes de travail au niveau de l'écriture, du jeu? Et ces différences seraient-elles justement ou précisément l'expression belge de votre cinéma? Est-ce qu'il y aurait au fond deux cinémas belges? Il y a cette chose que je trouve très juste et que beaucoup de cinéastes belges disent et défendent, c'est qu'il y a autant de films belges qu'il y a de cinéastes belges, et c'est ça le cinéma belge. Et si on pouvait souhaiter la même chose au cinéma français, ça serait magnifique. Mais on peut souhaiter à toutes les cinématographies. C'est-à-dire, ça n'a pas de nationalité, le cinéma. Si on est artiste, c'est pas pour être belge ou français. C'est pour avoir c'est pour être particulier, avoir le droit d'être particulier. Et même, c'est pour se chercher, c'est pour se trouver, pour découvrir qu'on est multiple. Donc, moi, je peux pas vous parler du cinéma belge ou du cinéma flamand. Je peux vous parler de Chris, qui a une rencontre fondamentale et qui a été déterminante. Il se fait que Chris a fait l'Actor Studio, est quelqu'un de très investi, et qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous, et que je lui propose de jouer dans mon film de... Non, en fait, de nouveau, c'est cette fameuse comédienne voisine un peu âgée qui me conseillait, et qui un jour m'emmène sur un plateau. Elle me dit, tiens, j'ai un tournage, tu veux venir avec moi? Je vais sur le tournage, et puis elle jouait dans cette série avec Chris. Et elle me présente à Chris. Et elle explique à Chris, elle dit, voilà,
C'est un jeune garçon, il adore le théâtre, et je ne sais pas ce qu'elle lui dit, mais il se fait qu'il se prend d'affection. Et puis un jour, et puis je lui dis que je vais lui réécrire 1 an et demi après, en lui disant que je suis rentré à l'IAD, et puis il va me dire, si tu veux qu'on fasse un film un jour ensemble, n'hésite pas. Et quand j'ai mon fin d'études, je lui envoie. Et je me souviens, il me dit, d'accord, mais on fait un rendez-vous. Je vais à ce rendez-vous. Et il avait... on a passé une après-midi à parler du scénario. En fait, on a réécrit tout le scénario. Mais c'est pas tellement réécrit. Il avait su respecter le cœur, mais il m'a montré comment on pouvait aller. Et j'avais déjà l'expérience du théâtre, des recherches de répétition, de cette manière dont les acteurs peuvent saisir un personnage et l'exploiter, le tirer beaucoup plus loin que ce qu'un scénariste peut parfois le faire. Et il m'a embarqué. Il m'a embarqué comme ça. Et moi, j'ai eu cette chance de ne pas être freiné, de ne pas hystériquement tout bloquer. Je ne me suis pas dit « non, c'est mon scénario ». Un peu comme un opportuniste, une espèce d'éponge. Je me suis dit « ah ouais, putain ». Et puis simplement, ce qu'il me disait, ce qu'il me montrait, ce qu'il me rejouait les scènes en fait. Et il me disait « mais tu vois, cette scène-là, je peux aller plus loin, regarde si je dis ça, si je fais… » Et j'ai d'ailleurs montré dans Ça rend heureux, il y a une scène où il dit à Fabricio « on va y aller comme Rambo, etc. » Et en fait, Chris, c'était comme ça. Il travaillait avec lui, tout d'un coup, vous voyez votre film se déployer devant vous, quoi. Bon, je me souviens encore de cet après-midi. Et puis il a fait le film. Et puis après, on a écrit Folie privée ensemble pendant 4-5 mois. Et on l'a tourné à l'arrache avec Eric, le producteur. Et c'était une expérience folle. L'équipe a explosé. On est parti pour faire un court-métrage. Puis je me rends compte que c'était bien. Donc je me suis dit, sans le dire à l'équipe, je me suis dit, je vais peut-être réussir à en faire un long-métrage. Donc je tirais l'équipe, j'exagérais. Et puis, je crois que j'étais tellement fou que l'équipe a explosé au bout de 3 jours ou 4 jours. L'équipe dormait dans le décor. Chris était encore plus fou que moi parce qu'il jouait un père qui va finir par... il jouait Médée, quoi. Il jouait vraiment quelqu'un qui est un père qui perd la tête, quoi. Qui va au pire. Et voilà. Et je me souviens, c'est une anecdote que je raconte souvent, mais le premier jour du tournage, le matin, Chris me dit la veille, il me dit viens me réveiller parce que je suis pas sûr que j'arriverai à me réveiller. Et alors le matin, je vais toquer et puis il m'ouvre et je sens tout d'un coup quand j'ouvre la porte une chaleur, et ça se puait, c'était, vraiment, mais et je dis mais Chris, ça va, tu dois tourner, etc. Et en fait, puis il me dit non mais t'inquiète pas, c'est pour que j'ai l'air fatigué. Et c'était l'acteur studio, quoi. Mais il était vraiment, il allait loin, quoi. Il allait très très loin. Et donc, mais ça se voit quand on voit le film. Ouais, voilà. Alors, et excuse-moi, aussi, c'était cette manière de travailler toujours avec notre intimité, au fond. Ce qu'il y a de magnifique avec le métier, c'est quand même que la fiction nous permet de parler de nous sans dire que c'est nous. C'est une élégante manière d'être... c'est une pudeur magnifique, au fond. Et avec Chris, quand on a fait Folie privée, ça, je l'ai senti tout de suite, parce que lui vivait au moment où il s'embarque avec moi dans ce projet, il avait vécu quelque chose de très dur, et qui, au fond, était assez proche du film. Et en fait, pendant le film, je me rendais compte qu'il rejouait tout, quoi. Il rejouait tout, et j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça... Donc on passe du premier au deuxième film. Je dois dire une petite chose, ça correspond aussi à l'époque... je dois être en psychanalyse depuis 2 ou 3 ans, à ce moment-là. Ce qui n'est pas... Donc je sentais bien quelque part, qu'on avait le droit d'aller explorer. Voilà. Donc on passe au deuxième film. Justement, on va voir un extrait de Ça rend heureux, qui est un film de 2006, qui raconte l'histoire de Fabricio, qui est un cinéaste, comme vous avez déjà mentionné,
au chômage, qui décide de faire aussi son deuxième film et qui va s'inspirer de sa propre vie, de la vie de ses proches. Et on va voir la séquence où Fabricio travaille avec la monteuse de son film. Quand est-ce que tu me prends? Je suis moche? Je pue? Je fais un truc qui va pas? Dis-moi ce que je dois faire pour que tu bandes. Dis-moi. Je suis fatigué. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? On n'a pas une autre version sans le quand est-ce que tu me prends? Oh non. Non, on n'a pas de version sans le quand est-ce que tu me prends. Ouais, mais ça marche pas, quoi. T'as dit que c'était le fondement de la scène. Quand est-ce que tu me prends? Et puis boum, on y va. Ouais, t'as fait. Ça marche pas. Si on coupe toute la scène, ça va pas. Attends. Excuse-moi, mais je comprends plus rien, quoi. Couper toute la scène, non. Alors ton film ne ressemble à rien, mais d'accord. D'accord. Ça ressemble à rien, alors. Ouais. Faut aussi ne pas le faire, le film, hein. Enfin, j'aimerais bien être prévenue, parce que là, ça fait 2 jours, quand même, que je suis sur cette séquence-là. Non. 2 jours. Écoute, tout à fait. Y a pas de... Je suis désolé, quoi. Je suis désolé. Je pue. Je fais un truc qui va pas. Dis-moi ce que je dois faire pour que tu bandes. Dis-moi. Qu'est-ce que t'en penses? C'est génial. Ça le fait, non? C'est génial. Ouais. C'est génial. Super. Voilà, à propos de cette relation entre le réalisateur et la monteuse, vous avez dit avoir découvert le montage et toutes ses possibilités avec Sophie Vercreuz. Oui. Donc, pour vous, qu'est-ce que c'est que le montage et vous y passez souvent beaucoup de temps? Comment ça se passe? Sur des films, oui. Le montage, en fait, je pense que c'est ce qui est le plus méconnu par le public. Et je dirais même encore, même par les professionnels, parce que dans les commissions, parfois il y a une façon de ne voir que la littérature ou le scénario, alors qu'il y a encore un moment d'écriture qui est le montage. Et je dirais cette omnipotence de la littérature, c'est toujours quelque chose avec lequel on se débat, au fond, quand on essaie de faire des films, parce que le financement, on l'acquiert d'abord par le papier. Mais en l'occurrence, quand on fait des films comme ça, sauvagement, avec très peu d'argent, mais très librement, et sans avoir de compte à rendre, et en ayant la possibilité d'avoir autant de rush qu'on le souhaite, donc ça s'écrit encore d'autant plus au montage. Et puis, il y a cette rencontre avec le ou la monteuse. J'ai fait un film avec Yann Dedet, qui montre assez bien, je trouve, ce que c'est ce moment d'écriture.
Et j'ai accepté de le faire avec Yann, enfin à la demande de Yann, parce que c'est Yann qui connaissait une monteuse, qui avait toujours rêvé de faire ce film. Et j'ai accepté de jouer le jeu parce que justement je trouvais intéressant pour les étudiants, pour tout le monde de voir ce que c'est ce moment-là. Mais c'est, au fond, le montage, je dirais une chose, c'est que il y a une question. Mais c'est ce qu'il y a dans la scène, c'est qu'est-ce que tu sens? C'est regarder. Ok, tu sens quoi toi? Ok, moi je sens ça. Bon, est-ce que c'est ça qu'on veut? On essaye autre chose. Et là, tu sens quoi? Bon, ben on essaye autre chose. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais il faut jamais s'arrêter, quoi. Un film, c'est un mélange entre ce désir sur lequel on n'a pas cédé et aussi ce qui surgit et qu'on n'avait pas prévu et qui est encore plus beau que ce qu'on avait imaginé. Mais il faut le laisser vivre, ça, il faut le laisser venir. Et si on parle du montage, il faut donc prendre le temps de regarder et encore regarder pour voir ce que ça provoque et ce qu'on ressent. Voilà. Et ce que sentent les autres aussi, parce que c'est aussi là que le cinéma est magnifique, quoi. C'est pas juste ma sensation. C'est comme quand vous faites une vision de montage. Une vision de montage, la fonction d'une vision de montage, c'est pas d'écouter des gens qui vont vous dire ce qu'il faudrait faire ou ce qu'ils auraient fait. Une vision de montage, vous pouvez en faire des tas et le plus que vous voulez, si l'objectif de la vision de montage, c'est d'essayer d'observer si ce que vous souhaitez, ce que vous avez souhaité avec la monteuse, fonctionne. Alors parfois, il y a aussi des choses, ou par exemple, s'il y a des choses que vous n'aviez pas imaginées, que vous ne pensiez pas qui passaient, et qui en fait existent. Et peut-être que les visions de montage vont vous permettre de vous en rendre compte. Après, ça reste vous qui allez pouvoir décider si vous gardez ou pas. Alors là, on en revient, et c'est tout ça, c'est un métier magnifique, le cinéma, parce que c'est un art collectif. Hein. Ça, c'est ce qu'il y a de plus fantastique. À condition d'avoir un producteur, c'est ce qu'on parlait juste avant, d'avoir un producteur qui est prêt à vous laisser sentir, qui ne va pas imposer son savoir. Justement. Parce que qui a un savoir, d'ailleurs, sur un film? Qui sait? On se ferait chier s'il y avait quelqu'un qui savait. Et comme Dieu n'existe pas, on est mal barré. Donc il faut chercher. Justement, parlant de l'art collectif, Ouais. qui est le cinéma, pour Ça rend heureux, qui est une comédie, on ressent l'autodérision belge, mais c'est peut-être le seul de vos films où la cellule familiale n'est pas au centre. C'est par contre, Absolument. Par contre un film que vous avez réalisé avec et vous comptez pour l'écriture du scénario avec la collaboration de plusieurs membres de l'équipe. On est 7 ou 8. Ouais. Ouais. Et donc, est-ce que vous diriez que l'équipe d'un film est aussi une famille? Non. Non, ça c'est très moderne, ça. Faut pas tout mélanger. Mais non. Et tant mieux. Mais non. Non. C'est des amis, des complices, des collègues, des amoureux, des amoureuses. Mais c'est pas une famille. Une famille, c'est pas ça. Donc, je passe la parole à Chiara. On est arrivé à la première collaboration avec la France. Donc, on est en 2006 avec New Propriété. Et je peux juste encore dire une chose Oui, bien sûr. par rapport à ce que tu... C'est que par rapport à la scénarisation et à la co-scénarisation, et avec autant de gens qui scénarisent, comme j'aime écouter ce que les gens disent, et puis que là, c'était un film sur le cinéma, et qu'il y a des gens avec qui j'ai vécu dans ce film, dont j'ai été amoureux, enfin, il y avait plein de vies. Il me semblait, à l'époque, il y avait une polémique autour d'Arnaud Desplechin et d'une actrice avec laquelle il avait travaillé qui s'était plaint d'avoir été volée par un réalisateur. Et enfin, elle l'avait vécu comme ça. Je n'ai pas de jugement là-dessus, mais en entendant des interviews et des positionnements par rapport à cette question de quelle manière on peut prendre une histoire à quelqu'un ou la dévoiler. Enfin,
Et là, au fond, je me suis retrouvé à faire un peu la même chose. C'est-à-dire que j'avais une ex-compagne et elle jouait dans le film et elle jouait l'ex-compagne du réalisateur. Mais quand je lui ai donné le scénario, en effet, elle a commencé à me dire attends, non, ça s'est pas passé comme ça, tu peux pas dire ça, etc. Et à un moment, je me suis dit ok, d'accord, mais alors, vous êtes tous scénaristes, c'est moi qui déciderai, mais vous serez en tout cas nommés comme scénaristes. Et dès lors que je leur ai dit vous êtes scénariste, alors ça devenait une fiction et ils ont tous accepté de jouer. Et après, il n'y a que nous. Puis la vérité, qu'est-ce qu'on en sait ? Il n'y a pas la vérité. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de scénaristes. Et finalement, c'est très bien comme ça. Donc revenons à la première coproduction avec la France. C'est Nue Propriété. Vous avez déjà un peu parlé de la genèse du projet, mais on va y revenir. Tout d'abord, je voudrais poser une question sur les castings. Parce que je résume un peu le film pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est l'histoire de deux frères jumeaux, deux jeunes adultes qui n'arrivent quand même pas à se détacher de leur rapport avec la mère, qui est Isabelle Huppert, donc une star française. Et tout explose au moment où la mère décide de vendre la maison familiale. Donc vous retrouvez Chris Cupens, les frères régnaient pour la première fois ensemble et une star française. Qu'est-ce que ça veut dire de diriger ce casting ? C'était fantastique. Nous, on était tout jeunes. C'était une équipe Nue Propriété. Je crois que j'étais le plus âgé. Hicham Alaouié, c'est son premier long métrage. Il était plus jeune. Je crois qu'il est un peu plus. Je ne sais plus. Il était tout jeune aussi. Donc, on a vu débarquer Isabelle pour les essais. Mais elle a été très confiante. Elle a demandé à Hicham de pouvoir le tester, c'est-à-dire ce qu'il a fait, il a réussi à la convaincre qu'il était à la hauteur. Et puis il y a des anecdotes. Après, c'est la découverte du Star System en fait, parce que la façon dont je fais Folie privée ou Ça rend heureux, ça n'a absolument rien à voir avec le Star System. Vraiment pas. On vient tous en vélo sur le plateau, on s'arrête pour aller pointer parce qu'on n'a pas d'argent et qu'il faut bien qu'on bouffe. Et puis tout d'un coup, il n'y a pas de gathering. Et si on a envie de continuer 2 heures de plus, on continue 2 heures de plus. Et on n'est pas houspillé par un producteur qui nous dit qu'il n'a pas les moyens de payer les heures sup. Et finalement, la grosse différence, c'est qu'il y a une certitude quand on fait Folie privée ou Ça rend heureux, c'est que tout le monde est là, comme personne n'est payé, les gens sont là par désir. Quand vous commencez à faire des films, je pense que Frédéric Socher connaît cette question, c'est que quand vous commencez à faire des films avec de l'argent, vous vous confrontez à des professionnels, à des gens qui sont techniciens. Parfois, c'est leur gagne-pain. Ils ont déjà 30 ans de carrière derrière eux et ils n'ont pas forcément le même désir que vous pour faire ce film. Ça compte moins pour eux. Ça n'a rien de... Mais donc, ça se vit différemment. Il faut réinterroger le désir, restimuler le désir de l'équipe, réemmener. Mais il y a peut-être plus, paradoxalement, quand il y a de l'argent, je trouve qu'il y a plus à vérifier. Il y a à faire plus attention, forcément, que quand il n'y en a pas. Et Nue Propriété est aussi une longue aventure de production, vous l'avez dit. En fait, vous avez écrit le film en 2001, sorti de l'école, et le film est sorti 5 ans après, oui. Donc en 2006. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année à niveau de coproducteurs qui ont changé, à niveau de scénario qui a peut-être évolué ? Le scénario, j'ai jamais cessé d'écrire. Il y a eu ces changements de producteurs, c'est ce que je vous racontais avant. Donc Dominique Jeanne et puis Joseph Rouchop et Tarantula. Des sessions d'écriture avec Chris, justement, avec Yannick et Jérémy, que je retrouvais 1 ou 2 fois par an. Et on repassait sur le scénario. Et je travaillais avec François Pirot. Donc voilà. Mais c'est aussi la coproductrice française oui. qui fait que le film va être ce qu'il existe, ce qu'il est. Oui. Elle apporte beaucoup. Tout décolle, vraiment, ça devient beaucoup plus facile le jour où elle décide d'être coproductrice française du film et où elle me dit je connais Isabelle Huppert, je vais m'arranger pour que... Martine de Clermont-Tonnerre. Pour qu'Isabelle le lise vite. Et en fait, 3 jours après, Isabelle rappelle et elle dit qu'elle veut faire le film. Et là, tout change.
c'est une autre vie qui commence. Et les films s'ouvrent avec la mention « à nos limites ». Oui. Donc, c'est quoi une limite? C'est quelque chose de moral? C'est par rapport à la création, à la mise en scène? Est-ce que ça vous stimule d'avoir des limites? Ben, c'est l'art de la contrainte, le cinéma, mais je pense que c'est pas que le cinéma, c'est toute l'existence. C'est-à-dire que bon, il y a à l'époque, je lisais beaucoup un psychanalyste qui s'appelle André Green et qui a beaucoup invité ses collègues et les lecteurs à interroger la fonction des limites. Et je pense que le métier d'un cinéaste, c'est aussi, d'abord et avant tout, comme chacun va prendre des risques en faisant un film, des acteurs aux techniciens, aux autres artistes qui travaillent avec lui, je pense que la première responsabilité d'un cinéaste, c'est de veiller à instaurer des limites qui vont et à aborder les choses de manière à ce que chacun puisse prendre le risque et soit à l'aise avec la prise de risque. Parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on gagne. Un acteur, pour l'emmener, il faut qu'il sente que vous allez le protéger, quoi, que vous n'allez pas le lâcher. Ou que c'est des choses toutes simples. Mais ça, c'est vraiment, moi, c'est ce que quand j'ai fait des ateliers ou je vois des étudiants, c'est une chose qui me semble très très importante de toujours répéter. Par exemple, délimiter des horaires de travail. Il y a un moment, ça commence, et il y a un moment où ça s'arrête. Et quand vous offrez cet espace-temps à quelqu'un, il sait qu'il peut se mettre en danger pendant cette période-là, puis qu'il va pouvoir souffler et aller récupérer. Mais ça vaut pour... si vous vous mettez à écrire un scénario, comme justement, ça peut aller très loin, il vaut mieux cadrer les choses. Et là, la fonction des limites ou la fonction de la loi, enfin, c'est toutes des choses... ça a du sens, tout ça. C'est pas juste pour être embêtant, c'est pas juste pour empêcher... à l'IAD, avec Tribu, le 12 minutes ou le 24 minutes, eh ben, ça m'a obligé à interroger la limite. Et à propos de mise en scène, le film contient beaucoup de plans fixes et de plans séquences. Si je ne m'abuse, on dénombre 80 plans sur 1h45 Oui. de film. Oui. Donc, est-ce que vous avez un attachement particulier aux plans séquences et aux plans fixes? Oui, enfin, pour moi, c'est le cœur du cinéma, le plan séquence. Mais c'est simplement parce que c'est l'espace où peut se déployer un acteur. Et aussi où se déploie le regard du réalisateur. Au fond, c'est l'écriture du plateau. C'est-à-dire que s'il y a une coupe et qu'il y a un champ contre champ, ça, c'est l'écriture du montage. Mais l'écriture du plateau, c'est quand même la cascade à faire sur le plateau, c'est de se dire, c'est d'essayer que le plan tienne le plus longtemps possible sans qu'on ait besoin de la coupe, sans qu'on ait besoin du montage. Ou alors vraiment parce que c'est choisi et que c'est un vrai choix de mise en scène. Mais ça... Et puis, moi, je ne fais jamais... je n'enverrai jamais un acteur dans une scène sans qu'il puisse totalement déployer sa proposition et son inventivité du début de la scène jusqu'à la fin. Je fais pas de pick-up, je supporte pas ça. Quand quelqu'un me propose ça, j'ai l'impression, je dis tout ça, non, c'est pas peut-être ailleurs, mais pas avec moi. Nous sommes arrivés en 2008 au film Élève libre, Oui. qui raconte l'histoire d'un jeune qui vit un double échec au tennis et au bac. Donc, il décide de compléter ses études en tant que candidat libre. C'est-à-dire qu'un professeur va le suivre individuellement. Mais rapidement, l'éducation dépasse une limite qu'on peut appeler la limite entre la transmission et la transgression. C'est ce qu'on va voir dans l'extrait que nous avons choisi. Ça va, Jonas? J'en ai marre.
faut respirer de temps en temps. Sinon tu vas craquer. T'en fais pas. C'est comme avec Didier. Tu te laisses aller? Alors, que vous dites? C'est quoi la question? Je ne l'ai pas posée encore. je- Non, en vrai, c'est une question. En fait, pour vous dire, c'est un film que j'aimerais, mais j'aimerais énormément que quelqu'un leur programme. C'est-à-dire que depuis MeToo, depuis quelques années, on a, et c'est magnifique. C'est comme si, enfin, socialement, on a décidé de s'emparer de certaines questions. Le film, il est de 2007. Et ça a été très, 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 très violent. Moi, j'étais un grand lecteur de. Enfin, j'étais très admiratif Christine Angot est quelqu'un. Je ne sais pas si vous connaissez Christine Angot, mais vers 18-19 ans, je découvre la littérature de Christine Angot, qui décrit avec une justesse et une profondeur inouïe, et d'une manière qu'on a, je pense, avant elle, que personne n'a raconté. Donc elle décrit l'inceste et la complexité de l'inceste comme on ne l'a jamais raconté avant, je pense. Je peux me tromper, évidemment, je n'ai pas tout lu. Enfin, je veux dire, je ne connais pas toute l'histoire de la littérature, mais je pense que c'est vraiment une des premières à avoir décrit. Et Christine Angot a ce courage inouï de, en plus de ça, de ne pas rester dans la fiction, c'est-à-dire de dire que c'est le fruit de ce qu'elle a vécu. Et quand je fais Élèves libres, j'ai commencé à écrire Élèves libres un peu après la sortie de l'IAD. Et c'est une logique de survie. Il fallait que je raconte. Je ne sais pas pourquoi, mais il fallait que je raconte. Sauf que je raconte et que je raconte avec le film, mais je ne fais pas comme Christine Angot. Je ne dis pas que c'est le fruit d'un vécu. Et quand le film sort et que arrive la promotion,
je découvre qu'il y a une grande partie de la critique qui voit dans le film parfois, enfin, qui peut, je dirais presque, se servir du film pour dire que finalement, c'est pas très grave ce qui arrive à cet adolescent, que c'est peut-être lui l'opportuniste, que c'est peut-être lui. Aujourd'hui, je pense que personne n'oserait dire. Moi, il y a des gens qui m'ont... J'ai fait la promotion de ce film où on me demandait, où on me disait, c'est formidable, vous montrez que c'est pas si grave que ça. En plus de ça, il obtient son diplôme quand même, il a ce qu'il veut, etc. C'est évidemment quelque chose de beaucoup plus complexe c'est la manière dont le lien pervers se tisse, dont l'emprise s'exerce. C'est ce que j'ai essayé de faire voir. Alors, ce n'était pas la totalité de la presse ou de la critique qui ne percevait pas qu'il s'agissait de ça, mais il y a quand même une bonne partie. Libération, alors j'étais à la fois, il y avait quelque chose d'une fierté à faire une pleine page dans Libération, sauf que la pleine page, c'était Fuck le Petit Prince. Or, c'est pas ça que c'est pas ça, voilà. Donc ça a été très, je sais pas très bien, voilà, ça a été très compliqué. Mais je trouve que le film est puissant, c'est pas l'intérêt, mais je serais curieux de voir comment aujourd'hui il est reçu. Bon. J'ai alors une question de mise en scène encore, qui peut en vrai concerner tout l'ensemble de votre œuvre filmique et qui est à propos de l'hors-champ. Parce que souvent, l'action se passe hors champ. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que le focus de votre scène, en fait, tient sur ce qui se passe hors champ? C'est la place du spectateur. Enfin, ça, je vous invite à lire Hitchcock, Haneke. C'est l'espace du spectateur, le hors-champ. Et puis, c'est aussi l'espace de l'éthique. Parce que je ne peux pas faire un film qui décrit l'emprise ou le dépassement de la limite et en même temps abuser de mon acteur. Enfin, ou lui faire des choses qu'il ne souhaite pas. Et pour raconter ce que j'ai à raconter, je n'ai pas besoin. Enfin, moi, ça me gêne toujours quand je vois un film qui essaye de dénoncer quelque chose et qui utilise les outils de ce qu'il dénonce. J'ai un peu de mal. Faire un film sur le viol et essayer de faire bander avec le viol, ça m'embête. Enfin, je suis pas sûr que vous avez une érection en regardant la scène qu'on vient de regarder. Moi, pas en tout cas. Mais voilà. Et ça, pour moi, c'est super important. C'est inéthique. Même les scènes de violence, souvent dans vos films, se passent hors champ, le oui, meurtre. Parce qu'il y a la question... la jouissance, elle est possible pour chacun d'entre nous, elle existe, la jouissance de l'œil, elle existe, et qu'on regarde pour être excité aussi, mais moi, j'ai pas envie de jouer à cette excitation-là. Parce que justement, c'est de ça que je parle. C'est de la manière dont la jouissance peut embarquer, la jouissance peut, au fond, est mortifère. Voilà. Donc, il s'agit de montrer... avec subtilité. Là, je vais vous citer parce que... Après, il y a quelque chose par rapport parce que vous parliez de propriété et d'élèves libres, sur les plans séquences et un nombre de plans restreint, je dirais par rapport à la norme, ou qu'est-ce que ça veut dire, mais non, c'est nul ce que je viens de dire, parce qu'il y a plein d'autres de cinéastes qui font. Mais il y avait à l'époque aussi un petit truc un peu dogmatique, une envie de prouver que je savais le faire. Aujourd'hui, ça, j'ai plus du tout. Aujourd'hui, quand je prépare une scène avec des acteurs, d'abord je la cherche avec eux, et puis après avec mon directeur photo. Justement, on se dit, tiens, tu sens quoi? Où est-ce que tu es ému? Toi, tu auras envie de la filmer comment? Mais on ne se dit pas, ah ouais, il faut la faire en un plan, parce qu'on s'était dit qu'il fallait 80 plans pour le film, quoi. Et parce que comme ça va plaire à des gens qui aiment bien qu'on fasse des films comme ça, ou qui ont le plaisir de pouvoir dire qu'ils ont reconnu notre film. Non, enfin, c'est plutôt qu'est-ce que j'ai envie de faire vivre et en quoi j'ai envie d'emmener le spectateur, d'abord, à vivre quelque chose qui le ramène à lui, mais qui n'est pas forcément moi.
Donc ça, il faut arriver avec le film à laisser un espace. C'est pas uniquement mon regard. C'est un regard qui doit aussi pouvoir être celui du spectateur, de l'autre. Et voilà. Dans le bonus du DVD, vous dites, je vous cite, « Élève libre est presque une métaphore du métier des réalisateurs. Entre le pervers et le metteur en scène, il n'y a pas une grande différence. » Donc, si, il y en a une énorme. Okay. Il y en a une énorme. Okay. Mais je le dis, ça, je le dis pas là, après. Je continue un peu, il y a une suite à ce que je dis. La suite de ce que je dis, c'est il y en a une énorme, c'est que le pervers, il cache son jeu, il ne dit pas qu'il est metteur en scène. C'est que le metteur en scène, il ne se cache pas. Et il ne cache pas sa mise en scène. Et quand le spectateur paye, il sait qu'il va payer pour une mise en scène. Tandis que le pervers, évidemment, vous ne vous rendez pas compte de l'emprise dans laquelle vous êtes, ou il vous faut du temps pour déceler ce qui se joue. Et pour déceler que vous êtes dans une mise en scène. Et que vous êtes juste un objet de cette mise en scène. Le metteur en scène, tout le monde le sait, que c'est lui le metteur en scène. Donc après, il n'empêche qu'il y a des questions éthiques, et que quand on est metteur en scène, on a un pouvoir, et que donc on est face à des acteurs qui cherchent du travail, ou des actrices, et que parce qu'ils cherchent du travail, et parce qu'il y a un rapport de force, eh ben, on peut faire des choses aux gens, presque malgré eux, mais parce qu'ils ont une plus grande nécessité que vous. Parce que le pervers, il va choper le désir de celui qu'il va prendre sous son emprise. Mais parce qu'il identifie le désir de l'autre. Mais le metteur en scène peut très bien identifier le rôle de l'acteur qui rêve d'avoir le rôle principal et qui rêve de devenir une star, etc. Et qui est dans une demande énorme. Et quand on est face à quelqu'un comme ça, ce qui est le cas de tout réalisateur face à des acteurs, eh ben on peut déraper, on peut aller trop loin, on peut tout d'un coup se dire « Ah ben non, je vais filmer le sexe et je vais lui demander d'avoir une érection en vrai. » Et éventuellement, l'acteur, parce qu'il a tellement envie et qu'il va peut-être pas oser me dire non, donc moi je prends pas le risque. Dans ce cas-là, je trouve que le hors-champ, c'est fantastique. Et ça raconte tout autant. Voilà. Mais ça ne veut pas dire pour autant... Après, il y a des tournages qui se font entre adultes consentants. Moi, il y a des films que j'ai adorés avec des scènes où avec des adultes consentants qui font des choses pas habituelles. Et c'est des films remarquables, etc. Mais je dirais, quand on travaille avec des adolescents comme ça, voilà, c'est autre chose. Mais même avec des adultes, hein. Parce que le pouvoir que peut exercer une metteuse en scène ou un metteur en scène, c'est puissant. Après 2 participations à Locarno et une participation à Venise, vous arrivez à Cannes avec Élève libre, à la quinzaine des réalisateurs. Et cela correspond aussi au moment où la France a une part toujours plus importante dans la production de vos films. Donc, est-ce que c'est lié à la participation à Cannes? Est-ce que ça a été une légitimation, à votre avis? C'est un peu le parcours classique des films belges qui existent à l'international, qui ne se produisent pas juste qui se produisent plus uniquement que par la Belgique. Ça n'a rien d'exceptionnel, c'est juste que les producteurs belges seraient bien bêtes de ne pas aller augmenter leur budget et leur financement par un pays qui finance très très bien le film d'auteur et qui soutient le film d'auteur et le film d'auteur européen, au fond. Après, j'ai quand même l'impression que peut-être juste sur Les Chevaliers Blancs, peut-être que la part française était plus grande que la part belge, mais c'est toujours resté, sinon, pour les autres films, ça a été jusqu'à 50-50, mais jamais plus, sauf Les Chevaliers. Mais pour rebondir, en fait, avec ce que vient de dire Maria, quand même chaque long métrage a eu une sélection dans un grand festival. Et donc, effectivement, Locarno en compétition... Non, mais là, on parle du début. Les 2 premiers en compètent à Locarno, le 3e en compète à Venise, et puis Élève libre à la quinzaine des réalisateurs. Donc, c'est effectivement un très beau, joli parcours pour un jeune auteur, voilà, qui gravit les échelons petit à petit. Oui, mais ça c'était chouette, mais
Après, plus tard, ça m'est arrivé après de rater un film, de ne pas aller dans un festival, ou alors, comme Les Chevaliers, de ne pas aller dans un festival aussi important que je le souhaitais. Mais au fond, c'est facile à dire comme ça, mais je crois vraiment que le pire, c'est de ne pas être fier de son film. Ça, c'est vraiment le plus terrible. C'est-à-dire d'avoir fait un film en se disant « j'aurais voulu faire quelque chose » et en fait, j'ai pas réussi. J'ai pas su convaincre, j'ai pas eu la force, j'ai pas su m'entourer de manière, j'ai pas su me faire entendre. Enfin, bon, ça met beaucoup de temps parce que ça vient atteindre votre confiance en fait. Et puis enfin voilà, ça c'est plus. Mais le festival, oui, c'est le parcours. Mais au fond, d'ailleurs, enfin, c'est un peu refaire le monde. Parlons de cinéma parce que c'est pas vraiment le cinéma, ça. C'est pas. Moi, quand j'étais jeune, enfin plus jeune, je rêvais, j'avais pas du tout le niveau, mais je rêvais éventuellement à un moment d'être joueur professionnel de tennis, etc. Et puis, j'avais vraiment pas le niveau, mais je planais complètement, quoi. Et je jouais ma vie à chaque fois que je montais sur un terrain. Et il y avait la compétition. Et puis, finalement, je me rends compte que j'ai pas le niveau, je commence à donner cours de tennis, tout ça. Puis, ce qui est tout autre chose, c'est beaucoup moins sexy, enfin beaucoup moins glamour. Et puis arrive éventuellement cette possibilité de rentrer dans une école de cinéma. Et quand je rentre dans l'école de cinéma, je découvre là tout d'un coup quelque chose de tout à fait différent, c'est-à-dire, je me répète, mais la possibilité de chercher ce que j'ai envie de raconter, d'observer que c'est pas, il n'y a pas à comparer Magritte, enfin je veux dire Picasso et Van Gogh. C'est deux artistes distincts. Mais comme, je ne sais pas vos prénoms, mais Martin, c'est pas Christophe. Donc ça m'apaise tout d'un coup de découvrir ça, que je peux, voilà, tu fais avec ce qui vient. Et c'est ça, c'est vraiment ça le plus important, et de pouvoir continuer. Parce que les seules fois où après, il y a une chose qui est vraie, c'est aussi le succès, qui fait que vous commencez à être... Je ne me suis pas rendu compte, à un moment vraiment, ça c'est sûr, il y a un moment où je ne me suis pas rendu compte que je commençais à être entouré d'opportunistes. C'est-à-dire que mes films se finançaient assez bien. Il y a des gens qui m'entouraient qui n'étaient plus... pour eux, l'enjeu, ce n'était pas tellement ce que je viens de vous expliquer dans une quête personnelle de forme et de justesse et de récit. Que c'est pas ça, c'est plus ça qui se jouait. Que ça devenait de trouver des recettes qui allaient m'emmener vers encore plus grand, vers encore plus de succès, ou vers le grand public, par exemple. Et en fait, je pense que cette notion de grand public, par exemple, ça ne veut rien dire. Je pense vraiment que ça ne veut rien dire. Il me semble que les tout grands films, c'est-à-dire pour moi, les grands films, c'est à la fois une exigence d'auteur qui rencontre tout d'un coup un public. Mais je pense que ces grands films-là ne se sont pas faits dans le souci du grand public. Ils se sont faits dans le souci d'une justesse, d'une profondeur. Et que, évidemment, quand c'est profondément intime, c'est souvent profondément universel. Voilà. Mais il n'y a pas les recettes. Chercher la recette de ça, c'est un mauvais chemin. Et à un moment, par exemple, si vous associez un roman à succès et puis une actrice à succès, mais qu'en tant qu'auteur, vous avez envie d'en faire un film d'auteur hyper pointu et un Jerry Gus Van Sant, mais à cheval, et que tout d'un coup, vous voyez tous vos producteurs autour de vous qui disent « Mais t'es fou, quoi, t'as une star avec toi, t'as un roman génial, et tu veux en faire un film sans dialogue en 40 pages ?» Et ça devient très, très violent. Jusqu'au point où on vous propose de quitter le film et où on vous dit « Tu sais ce que ça veut dire, signer un dédit sur le film ?» Je dis « Non, ça veut dire laisser le film à quelqu'un d'autre. » Et là, j'ai dit non, mais c'était déjà perdu. Mais on va revenir au cinéma avec Martin. Mais ça, c'est le cinéma. Oui. Parce que le cinéma, c'est aussi ça. Mais on va... Et là, j'avais perdu de la lucidité.
Et j'avais trop confiance, en fait. Je pensais que mes producteurs allaient aussi me protéger de ça, me suivre, n'allaient pas signer un contrat de coproduction avec une actrice qui devenait productrice du film, allaient éventuellement entendre que je ne souhaitais plus faire le film avec cette actrice parce qu'elle ne sait pas monter à cheval. Voilà, c'est concret, c'est concret. Mais je me suis rendu compte que on ne partageait plus le même désir de cinéma. Bien, nous allons désormais parler des 4 derniers films que vous avez sortis, en commençant tout de suite avec... Là, c'est mieux ? Parfait. Donc, en commençant tout de suite avec À perdre la raison. Dans le bonus du DVD, vous décrivez la scène de la voiture où Muriel chante au volant Femme, je vous aime, comme Muriel, interprétée par Émilie Dequesne, comme un des moments de cinéma les plus forts pour vous. Est-ce que vous diriez toujours ça aujourd'hui ? Non, j'en ai vécu un tout aussi fort récemment. Vraiment, vraiment. Et aussi sur une chanson, sur Mes amours de Jean Ferrat. Alors pas du tout c'est pas la même scène. C'est pas une femme dans une voiture. Mais voilà. Mais excuse-moi, Non, aucun souci. Et c'est juste pour savoir si vous pourriez nous parler un peu de cette scène. Oui, c'est une scène. C'était très forte. Ça fait partie des. On peut. Après, c'est quand même des métiers magnifiques. Moi, j'ai quand même avoir la chance de pouvoir faire ce qu'on aime. Ça, c'est. Mais c'est peut-être pour ça qu'il faut se battre. Hein. Mais avec Émilie, j'ai souvent raconté ça, mais on ne s'est pas beaucoup parlé du film et de ce rôle. En fait, il y a quelque chose... C'est Chris Cupens qui m'avait dit ça au tout début de mon métier. Il m'avait dit, mais tu verras, il faut rester pudique, et il y a des moments où tout le monde y met une part d'âme. Et c'est là que ça devient incroyable. Et quand Émilie a commencé à préparer À perdre la raison, on a eu une première discussion et où elle m'a dévoilé quelque chose d'extrêmement intime et où j'ai senti que on allait être en danger. Parce que quand vous dévoilez quelque chose de très intime à quelqu'un, pour qui vous allez devoir travailler, vous pouvez avoir la crainte qu'il va mal vous juger. Et moi, en tant que cinéaste, j'ai pas envie de me retrouver dans une position où je jugerais Émilie, où elle pourrait... Je veux pas la juger, mais par contre... Et peut-être que je veux pas la juger, mais par contre, ce que je peux pas maîtriser, et je peux lui dire que je veux pas la juger, c'est une chose, mais par contre, qu'elle craigne que ce qu'elle m'a dit engendre un jugement, ça c'est très... J'aurais beaucoup de mal à l'empêcher. Ça, c'est normal qu'il rentre dans cette... comme chacun d'entre nous. Et donc, dès la fin de cette discussion, je lui ai proposé de préparer le film avec une spécialiste, une psychiatre spécialiste des dépressions post-naissance, enfin post-accouchement. Et ce qu'elle a fait, et je pense que... Et on s'est très peu parlé sur le plateau pendant le tournage. Et puis tout d'un coup, il y a eu ce moment, toute l'équipe, on était 6 dans cette voiture, et puis elle a mis la musique, et voilà, vous avez vu la scène. Mais c'était super, enfin c'était incroyable. C'était incroyable. C'était inimaginable. On était à 6 dans cette voiture, les 6 personnes dans la voiture pleuraient, comme elle. Et je ne savais pas que ça allait se passer comme ça, je ne le savais pas. Commencer, 2 heures après, tout le monde sort d'une voiture en disant mais qu'est-ce qui est arrivé ici, qu'est-ce qu'on a vécu. Il y aura quelque chose de magique. Mais justement. Mais je dirais pas magique. Moi, je crois pas tellement à la magie. Ouais. Je crois que le scénario touchait Émilie à un endroit où elle pouvait se déposer, que moi, c'est un sujet qui me touche, et que tout ça, que le directeur photo, c'est un sujet qui le touchait aussi, et que donc, il a eu cette lucidité de mettre la caméra à cet endroit-là, dans la fenêtre et avec un plan fixe, et pas en me disant, on va couper pour faire un contre-champ, qu'on n'a pas eu envie de faire d'autres plans, des prises, on en a fait 6 ou 7, mais non, c'est pas que ça, que l'ingénieur du son a eu la lucidité de se dire, je vais pas aller l'emmerder avec son micro à ce moment-là, et même, je vais pas lui mettre un cravate parce que j'ai pas envie de la déranger avant qu'elle aille tourner, et voilà, que Tahar m'a dit la veille, tu sais quoi, comme elle a cette grosse scène,
c'est un truc d'acteur, mais on va faire la fête ce soir parce qu'elle sera fatiguée et qu'elle sera plus vite émue, je vous jure. Voilà, mais c'est pas du hasard, ça. C'est une envie collective que ça passe. Mais pour approfondir justement cette relation un peu aux acteurs dont vous parlez avec Émilie, vous avez dit dans les bonus du DVD aussi que il y a eu un moment où vous êtes devenu spectateur de votre propre film, Oui. qui vous est arrivé de penser que les acteurs avaient même kidnappé Oui. le film, tellement ils s'étaient plongés dans leur rôle. Et donc voilà, au-delà d'Émilie, est-ce que d'une part, est-ce que pour d'une part nous parler du casting, de comment ça s'est fait, de comment vous avez pris vos différents acteurs, et puis plus généralement comment après vous travaillez la direction des acteurs, et est-ce que vous travaillez différemment avec les acteurs belges, les acteurs français, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça aussi qui change? Alors, de nouveau, il faut du temps pour se découvrir et se connaître. Il y a des choses, moi, aujourd'hui, je sais qu'un des moments les plus complexes pour moi, c'est le choix, c'est le casting. J'ai été très violent avec beaucoup d'acteurs. Ça se sait. Alors, attention, j'ai été violent avec beaucoup d'acteurs. Jamais sur le plateau. J'ai été violent parce qu'il y a beaucoup d'acteurs à qui j'ai dit « Tiens, je voudrais faire le film avec toi ». Et puis, peu de temps avant le tournage, à qui j'ai dit « Ben non, en fait, on ne va pas le faire ». Ça, c'est terrible. C'est terrible. Mais si à un moment je ne le sens plus, je pense qu'il ne faut pas y aller. C'est très opportuniste et c'est très douloureux pour l'acteur. Mais le film est tellement important que... Mais j'aurais presque envie de dire, mais il faut que ça... Enfin, voilà. Mais c'est arrivé souvent. Par contre, une fois que ça y est sur le plateau, je fais tout ce que je peux pour soutenir et pour accompagner. Même quand on ne sait pas monter à cheval. Non. Mais pour aller dans le même sens que Martin, quand même, dans la perte de la raison, tu as quand même Nils Arestrup et Tahar Rahimi qui se retrouvent. Exactement. Non, Voilà. Il y a Nils et Tahar qui se retrouvent juste après avoir fait, au fond, 2 ans après avoir fait Un prophète. Ils se mettent en danger parce qu'ils doivent composer autre chose qu'un prophète, et pourtant tout le monde va les voir, eux deux. Moi, je me mets en danger, mais on prend le pari quand même. Mais je découvre aussi quelque chose, c'est le talent inouï de Nils Arestrup. Vraiment. Ça, c'est l'acteur le plus talentueux que j'ai jamais vu de ma vie. C'est-à-dire que... Mais il a sa méthode, il a sa manière de travailler. Je pense que c'est quelqu'un... C'est une hypothèse, hein, il faudrait lui poser la question. Moi, je fais l'hypothèse. Je crois qu'il est assez inquiet. Ou je pense qu'il y a aussi... Parfois, il a vraiment terriblement raison. Il a une expérience, une intuition. Il a sa pratique tant du cinéma que du théâtre. Et que c'est vrai que parfois, il m'a envoyé dans les cordes. C'est vraiment la première fois que je me suis retrouvé face à quelqu'un qui c'était de la botte. Enfin, ça, on ne se disputait pas. Mais quand Nils Arestrup vous dit c'est bon, maintenant tu te tais, ça donne pas envie de l'ouvrir, quoi. Et ça peut donner l'impression qu'on vous vole votre film, qu'on n'a plus rien à dire et que. Mais en même temps, j'observais les scènes et je me dis waouh, putain, c'est formidable. Et donc, au bout de 2 jours, je me souviens de mon directeur photo. On était à 2, on s'est dit fais le mort et moi j'y vais, quoi. Et j'ai fait le mort. C'est pas vrai. Enfin, il y avait Tahar, il y avait Émilie qui était avec moi. Mais il avait le droit d'être un bandit, de commettre un hold. Et en fait, c'est une victoire. C'est une victoire. Si c'est bien, il faut pas paniquer. Alors si c'est pas bien, là par contre, là c'est plus problématique. Mais quand c'est bien, il faut savoir. Dans vos films, dans pratiquement tous, il y a quand même une omniprésence du thème de dysfonctionnement de la cellule familiale. Et donc voilà, d'une part, 2 questions. Qu'est-ce qui vous relie si fortement à ce sujet? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous intéresse dans ce sujet-là? Et deuxième chose, les conflits intimes, est-ce qu'il y a une difficulté particulière à les tourner sur un plateau, Je pense d'autres difficultés que quand on fait un film plus esthétique et moins intime. Enfin, après, je crois que tous les films sont intimes.
même le plus grand des formalistes, même en adaptant a priori un roman ou une nouvelle qui est très éloignée d'un cinéaste, je pense que tout de suite, non, il n'y a pas vraiment de... Enfin, c'est difficile de répondre à cette question. S'il y a ce souci, s'il y a quand même régulièrement un questionnement éthique, enfin, se demander, on peut aller jusqu'où. C'est peut-être le plus important. Juste se soucier de savoir, toujours de demander à un acteur ou à un technicien, tiens, est-ce que pour toi ça va? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux? Et quand bien même tu me dis, et surtout de mettre à l'aise en disant aussi, si tu peux pas, on va trouver une solution parce que je t'ai choisi. Mais ça met à l'aise. Il y a une actrice récemment qui à un moment m'a fait savoir, voilà, qu'elle ne pourrait pas faire une scène, qu'elle pourrait pas faire quelque chose. C'était un peu quelques temps avant un tournage, et elle m'a dit un truc fantastique. Elle m'a dit, voilà, et Joachim, maintenant que tu sais que je ne pourrais pas faire ça, si tu choisissais quelqu'un d'autre, je comprendrais tout à fait parce que la priorité c'est ton film. Mais ça m'a donné une envie de faire le film avec elle, mais inouïe. Je lui ai dit, mais t'inquiète, on va trouver. Et on a trouvé, et je pense que c'est devenu encore mieux que ce qu'on avait. Mais c'est même la contrainte. Faire avec l'autre. Je pense que les spectateurs, ils sont émus, mais que le public, nous tous, c'est la rencontre qu'on cherche. Je fais des films parce que quand j'étais petit, en Belgique, il y avait à la télé ce qu'on appelait un truc qui s'appelait l'écran témoin. Et comme dans beaucoup de familles, chez moi, on ne parlait pas beaucoup. Et il se passait des trucs, il y avait un divorce, il y avait des hospitalisations, des trucs. Mais on ne parlait pas de ça. Mais par contre, quand il y avait le débat de l'écran témoin, et à l'époque, il y avait un film qui passe, et puis après le débat, après le film, il y avait un débat, il y avait un animateur. Donc les dossiers de l'écran pour les Français. Et en fait, je ne sais pas, j'ai très vite compris que tout d'un coup, là, après le débat ou pendant le débat de l'écran témoin, eh ben, on parlait entre nous. Ma mère disait des trucs, mon père pouvait dire des trucs, ou avec mon frère, on se disait des trucs. Et en parlant des films, on parlait de nous. Et je crois que j'ai vraiment... et j'ai toujours voulu faire des films pour ça. Mais pour ça, donc, il faut qu'il y ait une rencontre, quoi. Il faut que le public puisse y venir et que vous puissiez y aller. Et toujours sur la période de la raison, donc c'est un film qui s'inspire de l'affaire L'Ermite, à savoir un quintuple infanticide qui a eu un grand écho en Belgique, davantage qu'en France. Cela explique que le film a été reçu différemment en France et en Belgique pendant sa production et à sa sortie. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, sur le spectateur et plus globalement, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique de s'inspirer d'un fait divers pour écrire un scénario? Alors ça, c'est très intéressant aussi. Alors, les gens c'est-à-dire que quand... C'est le principe de l'adaptation. Quand vous adaptez un roman, la difficulté, c'est que la plupart des gens qui le font avec vous l'ont déjà lu. Et quand on est lecteur, eh ben, ce qui est magnifique, c'est qu'on se fait son propre film. Et qu'on imagine à quoi les choses vont ressembler. Et donc, en tant que cinéaste, quand vous adaptez, c'est très compliqué parce que vous ne cessez de rencontrer des gens qui vous disent « Ah, mais moi, je ne l'aurais pas fait comme ça » ou « Ah, ça, c'est juste, ah, ça, c'est pas juste. C'est pas comme ça que j'avais imaginé. » Voilà. Le fait divers, au fond, c'est la même chose. Les gens en ont entendu parler. Les gens qui n'avaient pas entendu parler du fait divers, en France, ce qu'on me disait, c'est quelle justesse, c'est crédible, ça emporte. Tiens, on n'avait pas imaginé que ça puisse se passer comme ça, mais en même temps, c'est vraisemblable. Avec les Belges qui connaissaient le fait divers, c'était plus compliqué. Ça a été plus compliqué. Finalement, le film a fini par trouver son chemin. Mais avant même qu'on ait tourné le film, c'est vrai qu'il y a des gens enfin, il y a eu un procès. Le film, beaucoup de gens, dont la ministre de la Culture, pensaient que le film n'était pas à faire, que c'était trop tôt.
Mais simplement parce qu'en fait, ils avaient déjà fait un film, mais pas celui que moi je voulais faire. Donc il fallait rester confiant dans la singularité de ce que je voulais raconter, de ce que j'allais faire voir. Et finalement, ça a marché. Vous inspirez aussi d'un autre fait divers, celui de l'affaire de l'Arche de Zoé Oui. pour les Chevaliers Blancs en 2015. Et donc là, c'est une affaire qui implique une association française. Est-ce que donc cette chose-là voilà, il y a quelque chose un peu d'inverse, mais qui s'est passé. Et deuxième question sur ce film, le choix d'un casting composé par des Français dans les 4 premiers rôles, donc Vincent Lindon, Louise Bourgoin, Valérie Donzelli et Reda Kateb, était lié au fait qu'il s'agisse d'un sujet français. Est-ce que c'est une vraie volonté de votre part? Oui. Oui, il y a une chose que je trouve pas tout à fait réussie. Enfin, je crois que je vois où j'ai pas réussi, j'ai manqué de lucidité sur les Chevaliers Blancs, c'est que c'est aussi un film sur l'emprise, en fait. C'est sur la face. Ce que je voulais raconter, vraiment, c'était la manière dont, au nom des bonnes intentions, et parce qu'il y a des parents français dans une détresse, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, il y a quelqu'un qui vient se mettre entre cette détresse des parents et la détresse des enfants africains qui vient, au fond, exister en tant que sauveur et se gonfler narcissiquement en occupant la place de celui qui va régler le problème de tout le monde. Et sauf que pour des raisons de production, vraiment, c'est là que ça a commencé à être violent, en fait, avec la production. C'est là qu'il y a des choses violentes qui ont commencé. C'est un film très bien financé, très cher. Et en fait, dès avant le tournage, ça a commencé à cogner. Ou du genre, on m'a dit, ben voilà, si tu veux, tu descends ton cachet, si tu veux, sinon tu tournes le film en 6 semaines au lieu de 8. Et c'est des choses qui j'ai fini par céder, parce que je voulais faire mon film. Et je savais qu'il fallait le faire en 8 semaines, parce que je n'allais pas y arriver en 6 semaines. Mais ça met dans une tension. Et à un moment, je sais que j'ai eu ce truc de me dire, il faut qu'on fasse tout là-bas, parce que ça simplifie le tournage, parce que ça coûtera moins cher, etc. Et donc, il y avait une scène d'ouverture du film qui était écrite, scénario, qui était Vincent Lindon. C'était le moment où il arrivait à convaincre ses parents français de lui filer du pognon pour partir en Afrique chercher les enfants. Et je pense que c'est une scène qui manque terriblement au film. Et en fait, j'ai pensé que le film allait pouvoir... le récit allait se tenir sans ça. Et je ne crois pas. Je ne crois pas. Voilà, c'est un regret que j'ai. Mais je pense que c'est là que j'ai commencé... Je n'ai pas tout de suite compris, mais je pense que je commençais à être entouré de gens où ça manquait de sérénité et de calme. Calme que je pense maintenant avoir retrouvé dans l'équipe de production avec laquelle je travaille. Mais quand vous commencez à bien financer, qu'il y a le succès qui est là, c'est difficile c'est parfois pas simple de rester lucide. Je vais vous proposer désormais de regarder un 3e extrait tiré donc de l'économie du couple. Donc pour résumer rapidement le film, il s'agit de l'histoire de Marie et Boris qui ont décidé de divorcer. Elle a acheté la maison dans laquelle ils vivent, mais il a payé la rénovation. Et comme ils ne peuvent pas s'entendre sur la division de la propriété, ils continuent à vivre sous le même toit. Donc voilà, on va voir tout de suite une autre séquence de musique, un grand moment aussi assez émouvant. On pouvait tout donner, elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt on démarrait, on cherchait à impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle aimait nos bateaux. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Au moins que ça, un moins que rien, juste une pierre sur son chemin. Elle attendait comme de belle, les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trop
phénomène qui aimantait nos rêves. Cette femme était nommée, elle est la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique. Ah, c'était que des disciples qui devenaient vite indécis, en blanc comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Donc, dans beaucoup de vos films, on note la présence de chansons de variété française, comme ici donc avec Bella de Maître Gims. Est-ce que vous avez un attachement particulier pour cette musique et comment les idées de musique surviennent-elles à l'écriture du film? Oui, enfin, moi j'écoute pas mal de musique française, mais pas que. C'est Frédéric Dussène, le metteur en scène de théâtre avec qui j'ai commencé à travailler, qui me disait souvent il ne faut jamais rire des adolescents qui chantent à tue-tête dans leur chambre sur de la musique populaire. Il y a quelque chose qui se passe, c'est que ça dit quelque chose, et les chansons populaires veulent... Enfin, ça dit toujours quelque chose. Après, les scènes bon, la scène, elle est chouette, mais il y a aussi ce qui nourrit une scène musicale comme ça, c'est évidemment tout ce qui se passe avant. C'est-à-dire qu'en tant que tel, ça ne tient pas. Ce qu'il faut, c'est l'association et l'accumulation des choses qui font que il se passe quelque chose à ce moment-là, mais il y a tout ce qui se passe avant pour le couple. J'ai le temps pour la dernière question ou bien? Oui, très bien. Donc vous apprêtez donc à sortir un nouveau film, donc Les Intranquilles, dans un contexte où le cinéma en salle se porte assez mal. Est-ce que la crise sanitaire a modifié votre rapport au cinéma, à la manière de tourner, à la manière de le voir, et voire à la manière de produire? Ah non, absolument pas. Je dirais, alors heureusement qu'il y a les DVD. Et j'ai de plus en plus envie de soutenir les éditeurs de DVD. Moi, j'essaye de ne pas sombrer en profitant pour regarder des auteurs dans leur... j'aime bien regarder un auteur dans toute son œuvre, en fait. Je pourrais pas dire que je suis cinéphile, enfin, je suis un peu, mais je n'ai pas une... Je connais, il y a des cinéastes. Fabrice a une culture cinématographique bien plus grande que moi. Mais non, pas du tout. Mais par contre, putain, là, ça me manque, quoi. Et je supporte pas d'entendre. Je supporte plus d'entendre. Il y a une complaisance parfois dans les médias avec cette idée que les plateformes pourraient venir atteindre le cinéma, etc. Mais c'est même le danger de la puissance. Oui, il existe, mais notre désir, il existe aussi. Et notre désir de cinéma, vu le manque dans lequel on est là, il est énorme. Et notre désir d'être ensemble. Et puis, c'est pas la même chose. C'est des lieux communs, mais ça n'est pas la même chose de voir un film ensemble dans une salle
que sur un écran. Moi, je supporte plus les petits écrans. Mais même j'ai un projecteur à la maison, même mon projecteur, ça m'emmerde. Mais la question de Martin, c'est aussi sur le tournage. Le fait d'avoir tourné un film pendant la pandémie, avec donc des règles sanitaires qui étaient particulières, est-ce que du coup, ça a changé la façon le rapport entre les acteurs et l'équipe Non, ce que j'ai pu observer, c'est que parce qu'on avait... Je pense que les techniciens qui sont des gens avec qui je travaille depuis quelques années, en fait, je me suis rendu compte, je crois qu'ils ont eu très peur qu'on ne tourne pas. Et que donc, le dernier film que je viens de faire, j'ai jamais tourné avec une équipe aussi concentrée. Et qui avait autant de joie de travailler. Et ça, des acteurs aux techniciens. Et je crois que c'était simplement parce qu'on avait eu peur et tout d'un coup, on se rend compte qu'on a quand même un métier fantastique et puis tout le contexte, la nouvelle production, une histoire qui tout d'un coup me permettait de me déployer aussi. Ça, c'est... mais ça n'a pas, non, ça n'a rien. Même les contraintes Covid, c'est pas... Je vais vous dire même le masque. Moi, j'ai tourné tout le film avec un masque. Parfois, ça m'a permis d'être un peu pudique. Mais bon, c'est pas. Je souhaite pas qu'on tourne avec des masques. Hein, vivement qu'on s'en passe. Mais bon, on fait quelque chose avec ce qui est, quoi. Bon, il nous reste peu de temps parce qu'on est effectivement tenu par un horaire très précis. On ne veut absolument pas que Joachim Lafosse puisse manquer son train de retour. Donc, les étudiants qui sont là, est-ce que quelqu'un a envie de poser une question ? Bonjour et merci beaucoup pour toutes ces questions et ces conseils aussi pratiques. Et je voulais revenir dans quelque sorte sur quelque chose que vous disiez lorsque vous parliez d'élèves libres, de l'éthique du tournage et d'une façon de représenter notamment, comment dire, des scènes avec des actions extrêmes ou radicales. Et je voudrais savoir aussi de manière du coup assez pratique comment vous travaillez avec notamment un adolescent, comment on explique cette scène et comment on crée une ambiance autour d'une équipe pour que ça se passe le mieux possible. Là, j'en reviens à la puissance du hors-champ. Je me souviens d'avoir été des gens qui m'ont presque agressé en me disant « mais comment vous avez pu filmer ça ?» etc. Mais en fait, concrètement, je filme un visage qui joue, mais je filme un visage. Et Jonas, il reste en pantalon, fermé, et on me place. Et en fait, Jonathan, il est placé de manière à ce qu'il puisse... Il n'est pas près de Jonas. Enfin, c'est très pratique, concret, et ça n'a rien à voir avec l'acte sexuel que je mets en scène. Mais après... c'est pas non plus le hors-champ le plus subtil de ma vie, hein, celui que vous avez montré là, c'est pas. Parce qu'il fallait que j'aille au concret quand même de la chose, mais hors de question que je le filme. Oui, mais on peut parler du hors-champ de La perdre la raison. Il était hors de question de filmer la mort des enfants, l'assassinat des enfants. Or, ça n'a aucun intérêt. Mais donc ta question, c'est comment? Alors, dans le cas de l'acteur, de l'adolescent, et dans pour les acteurs, ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, eux, il n'y a aucun problème puisque c'est très mécanique. Enfin, ça peut paraître étrange pour le spectateur parce qu'il est pris par le récit, par la gravité de ce à quoi il a affaire. Mais justement, pour les acteurs, ça me fait penser, je ne sais pas si c'est pas tout à fait un lien, mais c'est comme les acteurs de comédie qui disent toujours qui racontent souvent que les comédies, c'est très sérieux, en fait. C'est très... Ben là, nous, c'était plutôt rigolo. On n'a pas... Enfin, moi, j'ai pas particulièrement ri pendant ce tournage, mais ça pouvait nous arriver d'avoir des fous rires. Jonathan, qui est quelqu'un de très drôle, nous a fait beaucoup rire. Et tant mieux, d'ailleurs, au fond. Et Jonas Bloquet va très bien. Et Jonas Bloquet va très bien. Autre question ? Bonjour, je voulais juste m'assurer que j'ai bien compris. Tout à l'heure, vous parliez de découpage en parlant de votre chef opérateur et les acteurs. Est-ce que vous faites ça plutôt sur le plateau, vous vouliez dire, ou non, en fait, vous prévoyez déjà un découpage technique et vous le modifiez au fur et à mesure?
Avant le tournage, je définis 2-3 règles avec mon directeur photo, mais maintenant ça fait 5 films que je fais avec lui, donc il les connaît. Et ça se résume à pas de plongée contre plongée, à hauteur de visage et à hauteur d'homme ou de femme. Pas de pick-up. Et puis après, on se dit, et on verra. Après, on définit des grosseurs de plan, je dirais. Et puis après, alors, je ne travaillerai plus jamais autrement, mais maintenant, je veux toujours répéter le film avec les acteurs pendant 10 jours dans le décor avant d'aller tourner. En fait, c'est comme si on rejouait une fois le film avant. On cherche, on explore, on continue à écrire. Ça a été le cas, le premier film pour lequel j'ai fait ça, c'est L'économie du couple, parce que c'était un décor unique, ça le permettait. Et je trouve ça génial. Il y a des choses qui apparaissent, qui viennent à ce moment-là. Et alors, c'est à ce moment-là que je fais ça avec mon directeur photo, qui est là pendant toutes les répétitions. Et chaque fin de répète, je lui dis, tiens, les acteurs extra, joue la scène pour lui. Et lui, il me fait une proposition de découpage. Et puis moi, je me positionne, tiens, non, ah oui, mais toi, tu crois. Et puis on discute. Et après chaque scène, on prend une demi-heure pour découper. Mais ça devient très, très fluide comme ça. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Joachim Lafosse, merci de votre participation, de cette masterclass, d'avoir fait comme ça, d'avoir donné envie aux étudiants du Master Paris 1 Panthéon-Sorbonne d'avoir envie de faire du cinéma. Merci de partager cette passion. Et donc, rendez-vous dans les salles quand elles seront ouvertes pour, on l'espère, découvrir votre nouveau long métrage. Merci.